En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. La guerre en Ukraine continue de redessiner l'équilibre géopolitique mondial. Les États-Unis et l'Union européenne affirment leur soutien à Kiev, mais quelle garantie de sécurité concrète offre-t-il à l'Ukraine face à la Russie? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Il fait nuit noire. Comme chaque soir, les hommes de la défense aérienne ukrainienne se préparent. En silence, concentrés. Avec leurs fusils mitrailleurs, ils doivent intercepter les drones kamikazes envoyés par la Russie. Leur mission, protéger le ciel du Donbass. Mykola est en charge des opérations. Sur sa tablette, il vient tout juste de recevoir une première alerte. Ça y est, ils attaquent Dobropilia, Belozersk, Pokrovsk. C'est une attaque combinée. La nuit va être intense. Les soldats scrutent le ciel avec le viseur de leurs fusils. Cible en vue. Nous entendons un bourdonnement de plus en plus puissant. Un premier drone nous survole. Il vient vers nous. Les gars, il arrive droit sur nous. Mettez-vous en place. Position de feu. Le drone russe vole très haut, à plus de 1500 mètres de hauteur. Mais les soldats ukrainiens réussissent finalement à le toucher et à le faire exploser en plein vol. Le Shahid vient d'être abattu là-bas, à 5 km de nous. Un soulagement de courte durée, car 2 autres drones arrivent vers nous. Baissez-vous, baissez-vous. On baisse. Tirez, tirez, il va frapper. Cette fois-ci, Il y en a un deuxième. impossible pour les soldats de les stopper. Allez, allez. Les 2 drones, chargés d'explosifs, s'écrasent dans le village voisin, sous les yeux de Mykola et de ses hommes. C'est dur à vivre, car notre travail, c'est d'éviter ce type de catastrophe. C'est de protéger les habitants, en empêchant la Russie de frapper. Mais malheureusement, nos moyens sont limités, et on ne réussit pas à tous les abattre. Dans le Donbass, les drones sont partout. Ils ont changé le cours de la guerre. Alors, pour limiter les risques, désormais les militaires ne se déplacent qu'à la tombée de la nuit. Ce soir-là, nous avons rendez-vous avec une brigade qui s'apprête à partir en mission. Sacha et ses collègues vont ravitailler les hommes qui se trouvent en première ligne. Ce colis, tu peux essayer de le mettre là. Dans ces cartons, de l'eau, des munitions et de la nourriture. Dis-moi quels sont les colis les plus importants. On n'a pas beaucoup de place. Une fois le coffre chargé, direction une tranchée cachée dans les bois. Nous ne pouvons pas aller plus loin en voiture. À partir d'ici, ce sont les drones qui prennent le relais. La livraison du matériel se fera par les airs grâce à cet appareil conçu par les Ukrainiens, capable de transporter 20 kilos de marchandises. On doit envoyer des médicaments pour des soldats blessés à 10 km de nous. L'objectif, c'est de ravitailler les hommes de l'infanterie qui se trouvent sur leur position depuis plusieurs semaines et qui, à cause de la menace, notamment des drones kamikazes, ne peuvent pas être relevés. Une fois le décollage réussi, le drone est téléguidé par un opérateur caché dans la tranchée. Il a 10 km à parcourir. Notre but, c'est de sauver les vies de nos chauffeurs, car en voiture, ce n'est plus possible. À chaque fois, c'est une catastrophe. C'est dur en ce moment. Lorsque la position est en vue, le colis est largué depuis les airs. Moins dangereuse qu'en voiture, ces livraisons aériennes restent malgré tout périlleuses. Alors que les soldats s'apprêtent à faire décoller un deuxième drone, nous sommes repérés. Écoute.
FPV, à l'abri, vite. Nous devons descendre dans la tranchée. La mission est annulée. 2 jours comme 2 nuits. Les drones permettent aussi aux Ukrainiens de repérer les mouvements de troupes russes. Surveiller le front sans relâche, c'est la mission de Danielo, 24 ans. Le jeune soldat est nerveux. L'un de ses hommes vient d'être blessé par un drone kamikaze. Soldat, donne-nous un signe de vie. Réponds-moi. Le commandant s'inquiète, car dans cette partie du Donbass, la Russie progresse grâce à une nouvelle stratégie que Danielo nous montre sur son écran. On y voit 2 soldats russes qui tentent de s'infiltrer entre les lignes de défense ukrainiennes. Il y a de plus en plus de petits groupes de saboteurs qui essaient d'avancer et de s'infiltrer entre nos positions. C'est dur de tous les détecter. Le problème, c'est que si on ne les stoppe pas, ça peut se transformer en incursion massive. Et là, on est obligé de reculer. Résultat, le mois dernier, les Russes ont avancé de 10 km dans le Donbass. Il est 5 heures du matin. Nous devons partir avant le lever du soleil. Les soldats que nous avons rencontrés, eux, resteront plusieurs semaines sur le front avant d'être enfin relevés. Une bonne nouvelle pour Volodymyr Zelensky à son arrivée à l'Elysée. La France et ses alliés sont prêts à offrir les garanties de sécurité réclamées par Kiev en cas d'accord de paix avec la Russie. Nous sommes prêts à une paix robuste, durable pour l'Ukraine et pour les Européens. L'Europe est au rendez-vous pour la première fois avec ce niveau d'engagement et d'intensité, parce que la sécurité de l'Ukraine et des Ukrainiens, pour aujourd'hui et pour demain, est aussi la nôtre et celle de l'Europe. Ces garanties de sécurité doivent être formalisées ce jeudi lors de la réunion de la coalition des volontaires. Mais elles se concentreraient sur le renforcement de l'armée ukrainienne et l'éventuelle création d'une force internationale dite de réassurance postée à l'arrière du front en Ukraine. La France, tout comme d'autres pays, veulent effectivement se rapprocher de la paix au maximum. Malheureusement, nous n'avons pas de signe de la part de la Russie qu'elle veuille réellement mettre fin à cette guerre. Je suis persuadé que notre union entre l'Europe et les Américains nous aidera à renforcer la pression sur la Russie pour passer à la solution diplomatique. Avec ces garanties de sécurité, les Européens espèrent convaincre le président américain d'accentuer la pression sur son homologue russe pour négocier la paix. Le moment est propice. Lundi, Donald Trump s'est dit déçu par Vladimir Poutine. Leur rencontre en Alaska le 15 août dernier n'a abouti sur aucun résultat concret. Alors que l'ultimatum de 2 semaines donné à Moscou arrive à échéance, il promet des conséquences si la Russie ne répond pas à ses attentes. Je n'ai pas de message pour le président Poutine. Il connaît ma position et il prendra l'une ou l'autre décision. En fonction de ces décisions, nous serons contents ou mécontents, et si nous sommes mécontents, vous verrez des choses se produire. Donald Trump doit s'entretenir avec les dirigeants de la coalition des volontaires après leur réunion. Julien Cheïda est arrivé en plateau avec nous. Julien, on voit bien que Poutine continue de bombarder. Il n'est pas du tout dans une logique d'apaisement, de cessez-le-feu. Effectivement, Julien, il n'est pas du tout dans une recherche ni de paix ni de cessez-le-feu, vous l'aurez compris. Vous l'avez vu dans ce reportage, et Gulliver Craig, notre correspondant à Kiev, le disait tout à l'heure, les troupes russes continuent de grignoter du terrain jour après jour et la situation s'enlise jour après jour. La meilleure arme de Poutine, j'ai envie de vous dire, c'est la patience. Que la guerre dure 3 ans, 5 ans, alors peut-être 10 ans, on ne l'espère pas évidemment. Eh bien, Poutine attendra jusqu'à ce que ses objectifs soient réalisés, ses objectifs militaires, il ne le cache pas, c'est d'obtenir la capitulation de Kiev et de pouvoir conquérir tout le territoire ukrainien. Il a encore redit, on vient de l'entendre. Moscou poursuivra ses objectifs militaires jusqu'au bout s'il n'y a pas de cessez-le-feu. Vous voyez bien, il y a une forme d'hypocrisie de la part du président russe puisqu'il ne recherche absolument pas le cessez-le-feu, d'autant qu'il sort d'une séquence internationale, on peut dire, assez renforcée avec ce sommet de Tianjin, qui a eu lieu en Chine ces derniers jours, avec Vladimir Poutine, aux côtés du président chinois Xi Jinping, qui avaient tous les deux cette position commune, très virile, très martiale, très tournée contre l'Occident et notamment contre les États-Unis. Il y a aussi eu récemment, encore il y a quelques heures, une déclaration de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, demandant à la communauté internationale de reconnaître officiellement la mainmise de la Russie sur les 4 oblasts ukrainiens que l'armée russe
contrôle en partie. Donc voilà, on n'est pas du tout dans une volonté d'apaiser les choses. Au contraire, si je peux me permettre l'expression, les Russes continuent de mettre de l'huile sur le feu. La Russie reste inflexible tant qu'elle restera en position de force. Et le seul, si je puis me permettre, qui peut faire plier Poutine ou ramener à la table, alors peut-être pas la raison, mais au moins à la table des négociations, eh bien c'est Donald Trump, c'est Washington, avec peut-être, dit-on, d'éventuelles nouvelles sanctions américaines visant la Russie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.